Bonjour docteur Labrèze. Bonjour. Alors, vous êtes médecin naturopathe depuis près de 30 ans. Vous prescrivez de la vitamine C à forte dose et l'utilisez également pour vous-même à dose importante. Pouvez-vous nous dire comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à la vitamine C? Oui, volontiers. Alors la vitamine C et moi, je dirais que c'est une longue histoire qui a commencé pendant mes études, au début même de mes études d'ailleurs, parce que j'ai eu la chance de croiser des auteurs. Alors non pas de croiser les auteurs des ouvrages que je vais mentionner dans un instant, mais de lire leurs ouvrages, et ça m'a d'emblée immédiatement intéressé, et considérablement intéressé. Et je pense notamment aux écrits d'un infectiologue américain qui s'appelle le Dr Kleiner, qui dans les années 47, je me souviens de l'une des publications que j'avais lues, c'était une publication qu'il avait faite devant une assemblée de confrères, où il présentait 60 cas cliniques. Donc les 60 personnes qu'il avait traitées de la poliomyélite et guéries sans séquelles, alors que nous avons, vous et moi, très vraisemblablement croisé des personnes, vous savez, qui ont soit un membre atrophié, la poliomyélite étant cette maladie virale qui détruit les terminaisons nerveuses. Et donc Kleiner avait fait cette présentation devant une assemblée de médecins américains. Il disait qu'il avait donc traité ces 60 patients atteints de poliomyélite sans séquelles, avec de fortes doses de vitamine C. Donc ça, c'était déjà en soi remarquable et ça m'avait profondément marqué. Et je me suis intéressé à cette vitamine et puis j'ai eu l'occasion de lire d'autres ouvrages, notamment celui de Linus Pauling, écrit avec un médecin américain, Cameron. C'était la vitamine C contre le cancer. Linus Pauling, qui n'était pas médecin, mais qui était prix Nobel de chimie, prix Nobel de la paix aussi. Cameron, lui, était cancérologue. Et ces médecins étaient vraiment des précurseurs, puisque maintenant on connaît l'intérêt de la vitamine C à forte dose dans le traitement des cancers. J'y reviendrai dans un instant. Et puis je pourrais également citer Adèle Davis, qui avait écrit un ouvrage qui m'a beaucoup intéressé, qui est probablement l'une des... Elle n'était pas non plus médecin, elle était nutritionniste, mais qui a écrit un ouvrage qui s'appelait « Les vitamines ont leur secret ». Et vraiment, tous ces travaux m'ont d'emblée fait réaliser qu'il y avait là quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puis peut-être aussi ce qui m'a amené à approfondir l'étude de la vitamine C, c'est une propension naturelle, j'allais dire, à me diriger vers ce qui est plutôt naturel, ce que la nature met à notre disposition. C'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle je suis devenu naturopathe. Et puis depuis plusieurs décennies maintenant, vous le rappeliez effectivement il y a un instant, je m'intéresse à la vitamine C. Un nombre considérable de publications a été fait sur la vitamine C. On nous dit souvent, les gens qui ne le connaissent pas bien, qui ne connaissent pas bien la vitamine C, plutôt que d'avoir l'honnêteté de dire non, je ne connais pas, il faudrait que je me renseigne, dit souvent il n'y a rien de prouvé. Si tout est prouvé s'agissant de la vitamine C, elle est largement prouvée. Si vous tapez sur une PubMed, donc c'est un site de recherche médicale, vous verrez qu'il y a 56 ou 57 000 publications sur la vitamine C. Donc un nombre considérable de publications. Et puis l'intérêt qui s'est manifesté il y a près de 40 ans maintenant, quand j'ai commencé mes études de médecine, c'est jamais démenti. Et je suis toujours enthousiaste quand je lis les publications sur la vitamine C et quand je l'utilise et que je vois les résultats. Et à quelle fin l'utilisez-vous? Alors oui, ça effectivement, dans le cadre de ma pratique médicale ou de naturopathe, la naturopathie, vous savez, un naturopathe fondamentalement, essentiellement, s'efforce d'aider ses patients à préserver leur capital santé. Donc le premier volet, la première finalité lorsque je conseille la vitamine C, c'est la prévention. Et on connaît le rôle majeur de la vitamine C dans la prévention de tout un ensemble de pathologies. Alors je ne vais pas les développer toutes maintenant. Peut-être l'une des premières, parce que c'est pour les maladies cardiovasculaires, maladies qui font plusieurs centaines de milliers de victimes chaque année en France et qui tuent chaque année des millions de personnes dans le monde. Pour vos auditeurs, la vitamine C, elle joue entre autres un rôle majeur dans la synthèse du collagène. Le collagène, on pourrait présenter comme ça, dire que c'est le ciment qui vraiment unit les cellules entre elles et permet de structurer l'organisme humain, de structurer les organes. Et on retrouve ce collagène au niveau d'une structure particulière qui s'appelle l'endothélium. L'endothélium, c'est la tunique interne qui recouvre l'intérieur des vaisseaux. Et quand on est carencé en vitamine C, cet endothélium est de mauvaise qualité, tout simplement parce que le corps ne peut pas fabriquer correctement le collagène. Et donc en fait, quand cet endothélium se fragilise, se fissure, il y a des brèches qui vont apparaître, et le corps va essayer de colmater ces brèches. Et le processus, j'allais dire, de réparation va dépasser son objectif,
et on va finir par développer des plaques d'athérome, et ensuite qui peuvent boucher une artère, et on va faire un AVC ou un infarctus. Le fait est que si vous n'êtes pas carencé en vitamine C, vous ne boucherez jamais vos artères. Et contrairement à ce qu'on entend régulièrement, par exemple, le cholestérol n'est pas la cause des maladies cardiovasculaires. Quand on voit monter certains types de cholestérol, de particules, par exemple qu'on appelle la LPA, la lipoprotéine A, c'est une tentative de l'organisme pour corriger les fissures, réparer les fissures qui se créent en raison de la carence en vitamine C. Donc si vous vous supplémentez en vitamine C, et on verra dans un instant quelles sont les doses que vous devriez réellement prendre, vous ne ferez pas de maladie cardiovasculaire. Jusqu'à la fin du 18e, quand les marins mouraient du scorbut, ils présentaient des hémorragies, des taches hémorragiques sur le corps, ils perdaient leurs dents, ils faisaient des hémorragies internes. Pourquoi? Bien, tout simplement à cause en raison du mécanisme que je viens d'expliquer. Carence en vitamine C, collagène de mauvaise qualité, le corps ne peut pas maintenir l'intégrité de ses tissus, les vaisseaux se fragilisent et on fait des hémorragies. Une autre des raisons pour laquelle je prescris la vitamine C aussi, c'est son rôle préventif. Donc, en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, on vient de le voir, mais en ce qui concerne le cancer aussi. Et je pense notamment, il y a sur le sujet de multiples études, mais je pense notamment à une étude qui avait été publiée dans le Lancet, dans le revue médicale, il y a quelques années, qui s'était basée sur un échantillon de 20 000 personnes. Donc c'est quand même considérable, suivi donc sur plusieurs années. Et l'une des conclusions de cette étude, qui était d'ailleurs très édifiante, était que les personnes qui présentaient les taux les plus faibles de vitamine C dans le sang avaient 2 fois plus de cancer que ceux qui présentaient le taux de vitamine C le plus élevé. Voilà. Alors on pourrait débattre des raisons pour lesquelles on obtient ce type de résultat. Ben, tout simplement, entre autres, parce que la vitamine C est un puissant détoxifiant. Et on connaît le rôle des toxines pour agresser l'organisme, provoquer ce qu'on appelle un stress oxydatif et majorer le risque de cancer. Et puis parce que la vitamine C est un puissant booster des défenses immunitaires. Nous avons régulièrement des cellules tumorales qui se développent dans l'organisme. Si les défenses immunitaires font leur travail, elles vont identifier, localiser et détruire ces cellules tumorales. Donc vous voyez, un rôle préventif, et puis peut-être une autre des finalités aussi, c'est la prévention de l'ostéoporose. On parle beaucoup de l'ostéoporose, ces gens qui vont faire plus tôt qu'ils ne le devraient, d'ailleurs pour autant qu'on doit faire une fracture, mais dont les os vont se fragiliser. Et bien on connaît par exemple le rôle de la vitamine C pour booster la production de ce qu'on appelle les ostéoblastes, c'est-à-dire ces cellules qui vont construire le tissu osseux, diminuer l'activité des ostéoclastes, les cellules qui détruisent le tissu osseux, et favoriser l'incorporation du calcium dans la matrice osseuse. Donc on va avoir, quand on prend la vitamine C au long cours, on va avoir des os de bien meilleure qualité. Voilà. Et puis on pourrait aussi parler du rôle préventif sur les maladies infectieuses. Je ne vous cache pas, je pourrais parler des centaines de fois où j'ai entendu des patients me dire « Docteur Labrèze, on touche du bois, mais depuis qu'on prend la vitamine C et que les enfants en prennent, c'est le premier hiver où on est tranquille. » Et vous disiez très justement tout à l'heure que je suis personnellement consommateur de vitamine C, et vous avez raison. Je prends depuis 35 ans 10 à 12 grammes de vitamine C tous les jours. Mes enfants en prennent depuis qu'ils sont nourrissons, ils vont à 28 ans, il est né à 22 ans. Ils n'ont jamais eu d'antibiotiques de leur vie. Ils ont exceptionnellement été malades, mais je vous le disais à l'instant, ils prennent de la vitamine C depuis qu'ils ont quelques jours. Donc ils ont exceptionnellement été malades, et quand ils étaient malades, il suffisait d'augmenter la fréquence des prises de vitamine C, et éventuellement de rajouter 1 ou 2 huiles essentielles, et toutes les pathologies infantiles, soit ils ne les ont pas présentées, soit elles sont vraiment passées, permettez-moi l'expression, comme des lettres à la poste. Donc ça, c'est le premier volet de mon intervention et de mon usage de la vitamine C, à rôle préventif, mais bien évidemment, je l'utilise régulièrement aussi pour traiter. Et là, on parlait des pathologies infectieuses. Je mentionnais Kleiner tout à l'heure, mais dans l'une des études qui m'avait beaucoup intéressé, qui est l'une des premières études qui m'est mise au contact de la vitamine C, il parlait donc de cas de patients présentant des pathologies infectieuses, gravissimes, terminales, qui échappaient à toute antibiothérapie, c'est-à-dire les patients étaient considérés comme condamnés, et Kleiner donc faisait faire des perfusions de 50-60 grammes de vitamine C, et expliquait qu'il passait dans les chambres des patients quelques heures après, et des gens qui étaient moribonds quelques heures plus tôt étaient assis dans leur lit en train de discuter. Incroyable. Voilà. Et ça, c'est effectivement incroyable, mais documenté, indiscutable. Et vous verrez, je laisserai pour vos auditeurs, je donnerai les coordonnées d'un ouvrage très intéressant qui s'appelle La vitamine C, la panacée originelle.
C'est un livre qui a été écrit par un cardiologue, le docteur Levy, qui est une des références mondiales sur la vitamine C, celui qui s'est probablement le plus intéressé à ce sujet depuis des décennies. Et vos auteurs, et vos lecteurs, pardon, vos auditeurs, au dos de cet ouvrage pourront voir une photo. C'est celle d'un Néo-Zélandais qui s'appelle Alan Smith, qui était en réanimation depuis des mois, et depuis des semaines, mes confrères disaient à sa famille, il faut qu'on le débranche, il est mort, on ne peut plus rien pour lui. Il avait une pneumopathie, une leucémie et une septicémie. Et la famille a entendu parler de médecins américains qui traitent avec de fortes doses de vitamine C. Ils ont dit aux médecins néo-zélandais, à mes confrères, de toute façon pour vous il est mort, donc ce qu'on va proposer ne va pas le tuer, au pire ça ne le sauvera pas, mais s'il vous plaît faites-le. Les médecins, ça c'est la famille qui témoigne, leur ont ri au nez en disant nos médicaments ne l'ont pas sauvé, on leur a donné tous les antibiotiques qu'on pouvait donner, ça n'est bien évidemment pas la vitamine C qui va le sauver. Il a fallu malheureusement que la famille fasse pression, avec une décision de justice à la clé, pour que les médecins contraints et forcés, malheureusement j'allais dire, parce qu'ils auraient plutôt dû le faire spontanément, fassent la vitamine C à forte dose à Alan Smith, et il est sorti de réanimation quelques temps après. Incroyable. Et il témoigne. Et peut-être un dernier exemple pour illustrer la puissance, l'efficacité, la remarquable efficacité de la vitamine C. Une dernière étude que j'ai lue personnellement il y a quelques temps, mais qui m'a semblé aussi très édifiante. C'est un protocole qui a été fait par un professeur américain de médecine, pas n'importe qui, c'est le professeur Merrick. En 2017, il a été élu professeur de l'année par ses pairs, dans un vaste pays comme les États-Unis. Il a fait en fait une étude, il a pris deux groupes, donc Merrick est pneumologue, professeur de médecine interne et réanimateur. Il a pris deux groupes de patients, 47, et le dénominateur commun, c'était des patients qui étaient pris en charge en service de réanimation et qui tous présentaient une infection gravissime, voire ce qu'on appelle un état de choc septique. Alors, sans rentrer dans les détails, un état de choc septique, c'est une réaction de l'organisme à une infection gravissime où on voit une défaillance de tous les organes, les uns après les autres, comme si l'organisme s'éteignait petit à petit. Et Merrick a fait un protocole qui s'appelle le protocole Merrick, qui est utilisé dans beaucoup d'hôpitaux aux États-Unis, et maintenant on commence à l'utiliser dans d'autres pays, qui consistait en 4 fois par 24 heures l'injection d'1,5 g de vitamine C, de vitamine B1 qu'on appelle la thiamine et d'hydrocortisone. Donc 47 patients. Dans le groupe traité avec les protocoles habituels qui sont utilisés dans tous les services hospitaliers de réanimation, il y a eu 19 décès sur 47 patients. Dans le groupe traité avec le protocole Merrick, 4 décès, et Merrick précise bien dans son étude, ces 4 patients ne sont pas décédés d'infection, c'est-à-dire on les a tous sauvés en ce qui concerne les conséquences dramatiques de l'infection. Ils sont décédés ultérieurement des conséquences des maladies qui les avaient amenés, qui avaient vu leur état de santé se dégrader et faire le lit de l'infection. Donc, 19 décès sur 47 avec les protocoles classiques, 0 décès d'infection sur les 47 autres. Je veux dire, un médecin qui entend ça devrait se dire, mais mon Dieu, pourquoi je ne l'ai pas su avant? Tant pis, c'est pas grave, j'oublie le passé, mais à partir de maintenant, je ne me passe pas de la vitamine C. Ben, je vais vous donner un exemple. J'ai envoyé cette étude à un professeur d'infectiologie qui a animé une formation. Vous savez, en tant que médecin, régulièrement, on fait des formations continues. Et je lui en ai parlé pendant le cadre de la formation. Il m'a dit, docteur Labrèze, envoyez-moi l'étude, ça m'intéresse, et puis je vous donnerai mon retour, mon ressenti. Je lui ai envoyé l'étude, je me suis assuré qu'il l'avait reçue. Ça fait 3-4 fois que j'essaie de le joindre. Silence radio. C'est incompréhensible pour moi qu'un professeur d'infectiologie puisse ne pas se dire, mais mon Dieu, mais pourquoi je n'ai pas su ça avant, mais il faut que je le diffuse largement. Eh bien non. Eh bien non. Incroyable, ouais, ça c'est... Voilà, donc préventif, thérapeutique, et puis peut-être dernière chose, pour le volet thérapeutique, je parlais tout à l'heure de Cameron et de Pauling, leur ouvrage La vitamine C contre le cancer. On connaît maintenant les vertus de la vitamine C pour lutter contre le cancer. Lors d'un entretien précédent, vous m'avez donné l'opportunité de parler de l'eau hydrogénée et de son rôle antioxydant. Donc la vitamine C est connue pour ses propriétés antioxydantes. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est préventive et thérapeutique aussi dans certaines circonstances. Mais la vitamine C donnée à forte dose, paradoxalement, pour les cellules tumorales uniquement, va devenir très oxydante, pro-oxydante. Pourquoi?
Alors là, sans rentrer dans les détails, j'inviterai ceux de vos auditeurs que ça intéresse à échanger avec moi, et puis on pourra, c'est dans ce qu'on appelle une réaction de Fenton, qui, dans les cellules tumorales uniquement, la vitamine C va promouvoir, cette fois-ci au contraire, la fabrication par les cellules tumorales d'un radical libre, donc une substance très oxydante qu'on appelle le radical hydroxyle. Et c'est un peu comme si la vitamine C à forte dose, dans les cellules tumorales encore une fois uniquement, allait permettre un lâcher de bombes thermonucléaires et qui va détruire les cellules tumorales uniquement. Et il y a comme ça de vastes études, et je pense notamment à une dernière étude que j'ai eu l'occasion de feuilleter, qui est l'usage de la vitamine C dans le traitement du glioblastome. Alors le glioblastome, c'est une tumeur cérébrale qui tue 100% des patients, souvent très rapidement. Ben, mes confrères américains l'ont ajouté au protocole classique de chimiothérapie et ont vu qu'elle améliorait considérablement la survie des patients. Et c'est logique. Voilà, donc on pourrait, vous l'avez compris, développer largement le sujet, que ce soit la prévention ou le traitement. Voilà, mais j'en resterai là pour aujourd'hui, si vous voulez bien. Alors, quels sont les besoins de l'organisme? L'alimentation est-elle suffisante et peut-elle être néfaste? Alors ça, c'est une question très intéressante aussi, bien sûr. Polémique un peu, je dirais, et je vais vous dire pourquoi. Si vous vous basez sur les recommandations officielles des autorités sanitaires, vous lirez que 70 à 80 mg par jour sont largement suffisants pour rester en bonne santé. Eh bien, je peux vous dire et affirmer que c'est très, très, très insuffisant pour rester en bonne santé. Avec 70 ou 80 mg par jour, vous allez très vraisemblablement éviter ce qu'on appelle le scorbut, cette maladie qui a décimé, je vous le rappelais tout à l'heure, les marins jusqu'à la fin du XVIIIe, mais vous ne préserverez en aucune façon l'intégrité de l'organisme humain. Pour une raison très simple, c'est que la vitamine C, je vous le disais tout à l'heure, est un détoxifiant. On vit dans un environnement qui est multipollué. L'air qu'on respire est pollué. L'air des maisons encore plus que l'air extérieur d'ailleurs, à cause des matériaux qui relarguent, des solvants, des produits chimiques, etc. Et je ne vous passe pas, bien évidemment, je ne parle pas des produits consommés sur la peau, de ce qu'on ingère, les pesticides, les colorants, les conservateurs, etc. Ce sont des toxiques. La vitamine C est un puissant détoxifiant, elle va être détruite en neutralisant ces toxiques. Deuxièmement, on vit dans un environnement qui nous agresse continuellement. Nous sommes tous, malheureusement, plus ou moins, des gens stressés. Or, quand on est stressé, on va solliciter deux glandes qui sont les surrénales, qui produisent entre autres ce qu'on appelle les catécholamines, l'adrénaline, etc., qui vont nous permettre de gérer ce stress, d'y faire face. Eh bien, ces surrénales sont également de grosses consommatrices de vitamine C. Et puis, on prend des médicaments. Moi, je n'en prends pas, mais je vois bien sûr quotidiennement des patients qui prennent des produits, etc. Ça aussi, ça augmente les besoins en vitamine C. Donc, 70 à 80 mg, à la limite, si vous vivez à la campagne, sans stress, que vous cultivez votre potager, que vous élevez vos chèvres, que vous n'avez aucune pression, que vous mangez naturellement, etc., ça peut peut-être vous suffire pour rester en bonne santé, mais en aucune façon pour ceux qui vivent dans nos sociétés modernes. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit exploser les maladies dites de civilisation, les pathologies cardiovasculaires qui tuent des centaines de milliers de personnes en France et des dizaines de millions dans le monde, les cancers, les maladies dégénératives. Donc, non, les quantités recommandées par les autorités sanitaires ne suffisent absolument pas. Maintenant, alors, quels sont les besoins? Alors, pour répondre plus précisément à votre question, c'est 70 à 80 mg. Oui, l'alimentation, on peut les apporter. Si on consomme des agrumes, etc., elle apportera rarement plus. Mais elle peut les apporter. Mais encore une fois, c'est très insuffisant. Et je considère, avec d'autres, que les besoins d'un organisme humain sont de l'ordre de plusieurs grammes. Et je vais vous prendre un exemple qui va vous éclairer et éclairer vos auditeurs. Prenons une chèvre. Une chèvre adulte, elle fait 60 à 70 kg. La nature ne fait pas les choses par hasard. Une chèvre adulte, en, j'allais dire, synthèse de base, elle va fabriquer sur 24 heures 12 à 13 grammes de vitamine C. Vous voyez que là, on ne parle pas de dizaines de milligrammes. On parle 12 à 13 grammes. Et pour peu que vous la stressiez, qu'elle soit victime d'une intoxication, qu'elle a à faire face à une infection, elle va fabriquer sur 24 heures, sa propre synthèse, 100 grammes de vitamine C. Donc vous voyez bien que
La nature, elle peut pas, c'est illogique, elle peut pas dire, ben, pour un individu, 70-80 mg, ça va suffire, mais par contre, pour qu'une chèvre maintienne l'intégrité de ses tissus, si elle est stressée, agressée ou malade, il va falloir qu'elle en fabrique 100 grammes. On voit bien que c'est illogique. J'en profite pour rappeler à vos auditeurs que l'organisme humain a malheureusement, jusqu'à quelques millions d'années en arrière, fabriqué la vitamine C. C'est une propriété qu'on a perdue, probablement à une époque où on était des cueilleurs et qu'on avait dans l'alimentation suffisamment de vitamine C. Ce qui fait qu'on a avec les primates, la chauve-souris frugivore, le cobaye et quelques variétés de poissons, le triste privilège de ne plus synthétiser la vitamine C. Donc il faut qu'on en apporte quotidiennement à dose importante. Je vous dis personnellement, je prends 10 à 12 grammes de vitamine C par jour. Mes enfants, depuis qu'ils sont nourrissons, prenaient plusieurs centaines de milligrammes par jour. Et puis en avançant dans l'âge, c'était des grammes qu'ils prenaient. Vous voyez, c'est vraiment cet ordre de grandeur-là qu'il faut garder à l'esprit. Donc on ne parle pas encore une fois de dizaines de milligrammes, on parle de grammes. Et mes patients, en, j'allais dire, supplémentation de base, je leur conseille tous, d'ailleurs ils vous le diront tous, le docteur Labrèche nous a tous dit, voilà, c'est 3-4 grammes de vitamine C. Quotidiennement. Voilà. Puis on pourrait parler de patientèle particulière, par exemple des diabétiques. On sait que la vitamine C, donc donnée en quantité appropriée à des diabétiques, va réduire quasiment à néant le risque de complications d'artériopathie. Vous savez, malheureusement, les diabétiques, à cause de cet excès de sucre, vont abîmer leurs artères. Pour une raison très simple, ça peut être intéressant de le mentionner, vous avez dans les cellules qui donc constituent la couche interne, qu'on appelle l'endothélium, des micropompes qui pompent le sucre et qui pompent la vitamine C. Or, quand vous avez trop de sucre dans le sang, il va y avoir un déséquilibre. La pompe va être très occupée à pomper le sucre et elle va moins faire son travail de pompage de la vitamine C. Et du coup, les cellules vont s'abîmer et on en revient au mécanisme que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc vraiment, par exemple, pour les diabétiques, je vais prescrire des doses encore plus importantes de vitamine C pour prévenir les complications du diabète. Et l'autre élément intéressant, s'agissant de la vitamine C, c'est qu'on sait qu'elle intervient dans la synthèse de l'insuline, dans la libération de l'insuline, et que quand on donne de la vitamine C, c'est intéressant, ça c'est une étude d'un confrère américain de l'université de Stanford, il a pris un groupe de patients insulino-nécessitants, c'est-à-dire des diabétiques qui avaient besoin d'insuline. Et il a montré que chaque fois qu'on augmentait d'1 gramme les apports en vitamine C, on diminuait de 2,5 unités le besoin en insuline. Et c'est comme ça que dans son étude, il est parti de patients qui avaient des besoins de 30 à 40 unités d'insuline quotidiennement, et il est descendu jusqu'à 5 unités d'insuline. Incroyable. Donc malheureusement, beaucoup de patients sont concernés par ces pathologies. Donc voilà, la nécessité de se supplémenter en vitamine C, indiscutablement. Et je ne parle pas des fumeurs qui ont encore des besoins. Oui, encore plus important, je comprends. Donc, et quelle forme de vitamine C préconisez-vous? alors ça, c'est intéressant. Mais bien sûr, le naturopathe que je suis va vous inviter à aller chercher dans l'alimentation la vitamine C. Donc je vais vous conseiller de consommer des fruits, des légumes, bio bien évidemment, pour ne pas ingérer les pesticides que malheureusement on répand allègrement sur les cultures, de faire des fruits frais, pas des fruits que vous allez acheter, ou des jus de fruits que vous allez acheter, mais des jus de fruits frais que vous allez consommer tout de suite, parce que la vitamine C est sensible, elle va être oxydée rapidement. Si vous faites un jus de fruits et que vous le laissez quelques heures dehors, vous n'aurez quasiment plus de vitamine C dedans. Donc vitamine C, tirée de l'alimentation, bien évidemment. Mais de toute façon, ce sera insuffisant. Si on garde à l'esprit que les besoins sont ceux que j'ai mentionnés il y a un instant, l'alimentation sera insuffisante. Donc je vais vous conseiller de vous supplémenter. Alors, quelle forme de supplément? L'acérola, les patients connaissent en règle générale l'acérola. Vous connaissez l'acérola, cette petite cerise très riche en vitamine C. Le problème, c'est que les gens se font souvent piéger, parce que comme ils savent que je leur dis qu'il faut prendre 2, 3, 4 grammes d'acérola, de vitamine C, ils me disent, docteur Labrèche, nous c'est bien, parce que du coup on prend 2, 3, 4 comprimés d'acérolamyle. Alors je lève tout de suite une confusion. Dans l'acérolamyle, vous avez 1 gramme d'acérola, mais vous avez 150 mg de vitamine C. Donc vous voyez, si vous voulez prendre ne serait-ce qu'1 gramme de vitamine C avec des comprimés d'acérola, c'est 6 ou 7 comprimés qu'il va falloir prendre. Donc c'est insuffisant. Concrètement, je conseille à mes patients de se supplémenter avec des comprimés de vitamine C mille. Voilà. Donc après on peut les trouver en pharmacie, on peut les trouver auprès de différents laboratoires, mais ça c'est la vitamine C qu'on appelle hydrosoluble.
Mais depuis quelques temps, quelques années maintenant, on a à notre disposition, et c'est plutôt vers ça que je me dirige pour ma propre consommation, et c'est ce vers quoi je dirige mes patients, c'est de la vitamine C qu'on appelle liposomale. C'est-à-dire c'est une vitamine C qui est encapsulée dans des granules de graisse, de lécithine, et dont ce qu'on appelle la biodisponibilité va être considérablement augmentée. Le corps va l'absorber beaucoup plus facilement au niveau du tractus digestif, du tube digestif, et les cellules vont l'incorporer beaucoup plus facilement. Et on peut comme ça se rapprocher des taux de vitamine C qu'on obtient quand on fait des injections de vitamine C. Donc c'est plutôt maintenant ce que je préconise, de la vitamine C liposomale. Et pour revenir à l'autre aspect de votre question, est-ce qu'elle peut être toxique? Non. Ça c'est intéressant. Pour un médecin, c'est intéressant. Les médicaments, chaque année, sont responsables de dizaines de milliers de décès. Ce sont les statistiques officielles. Pas les maladies, les médicaments, les effets secondaires des médicaments. J'ai en tête une publication qui avait été faite, alors qui concerne les États-Unis, mais on pourrait l'extrapoler et faire en déduire les chiffres de la mortalité en France. C'était une publication qui étudiait la mortalité liée aux médicaments en 98 aux États-Unis, 250 000 décès liés aux médicaments et 2,2 millions d'hospitalisations liées aux effets néfastes des médicaments. Donc si on garde à l'esprit la toxicité réelle des médicaments, avec bien évidemment certains effets positifs attendus par les médecins, c'est pour ça que souvent il est prescrit, bien évidemment, et qu'on fait le parallèle avec la vitamine C, vous ne pouvez pas abîmer un organisme avec la vitamine C. Il n'y a pas ce qu'on appelle de dose létale de vitamine C. Vous pouvez prendre 10 grammes, 15 grammes, 20 grammes. Mes confrères, avec lesquels j'ai eu la chance d'échanger, et que j'échange depuis quelques années, ceux notamment de la clinique Riordan aux États-Unis ou d'autres établissements, font des injections quotidiennement de 100, 150, 200 grammes d'acide ascorbique. Certains confrères recourent même ponctuellement à des injections de 250 en perfusion, 250 à 300 grammes de vitamine C, et elle est remarquablement bien tolérée. Je me suis blessé, moi, il y a quelques temps en vélo, donc j'ai dû être opéré sous le menton. Après le cabinet, je me faisais des perfusions de 50 grammes de vitamine C, sans aucun problème. Pour ceux qui s'interrogent sur le fait de savoir si elle empêche de dormir ou pas, je peux vous dire d'abord que toutes les études montrent que non, qu'on dort mieux quand on prend de la vitamine C. Pour une raison très simple, c'est que la vitamine C régule les fonctions de l'organisme, rééquilibre. Et tout ce qui rééquilibre, rééquilibre les fonctions, dont celle du sommeil. Mais bien que me faisant des injections, des perfusions de vitamine C de 50 grammes à 20h30, 21h quand j'avais fini le cabinet, je peux vous garantir que ça ne m'empêchait aucunement de dormir. Donc pour vous répondre, non, la vitamine C ne peut pas être néfaste. Il y a deux petites précisions qu'on doit garder à l'esprit. La première, c'est pour des gens qui présentent ce qu'on appelle un déficit en G6PD. Alors, je vais vous passer la définition de cet acronyme. C'est une enzyme dont le corps a besoin, et quand on est carencé, si on prend de fortes doses de vitamine C, on risque d'abîmer ces globules rouges et de provoquer ce qu'on appelle une hémolyse. Donc, mais les gens qui ont ce type de problème le savent, ça a été diagnostiqué, et on va leur déconseiller de prendre de fortes doses de vitamine C. Et la deuxième population à laquelle on va déconseiller de prendre de fortes doses de vitamine C, ou en tout cas d'être vigilant sur les moments où ces prises vont se faire, ce sont les gens qui présentent ce qu'on appelle une hémochromatose. Hémochromatose, c'est un taux de fer dans le sang trop élevé, c'est une maladie génétique, là encore les gens le savent, et s'ils ne le savent pas, parce que parfois je vois des patients, il m'est arrivé de diagnostiquer des hémochromatoses qui n'avaient pas été diagnostiquées préalablement, et dans ce cas-là, je vais leur demander de prendre de la vitamine C à distance des repas. Pour ne pas, parce qu'elle augmente l'absorption du fer, et bien évidemment pour des gens qui ont un taux de fer déjà trop élevé, on va éviter de donner un conseil qui augmenterait ce taux. Voilà, ce sont les deux cas cliniques pour lesquels il va falloir être vigilant, mais sinon, aucun problème avec la prescription de vitamine C, même à forte dose. D'accord. Alors, je viens d'écouter avec attention votre exposé, et une question me vient à l'esprit. Pourquoi n'est-elle pas largement conseillée par tous les médecins? Ah, ça c'est une excellente question. Tout simplement parce que je crois que nous avons tous appris en faculté de médecine à penser en termes de chimie. C'est-à-dire, la médecine occidentale peut se prévaloir de quelques avancées intéressantes. Et je pense notamment à la découverte du premier antibiotique, par Fleming, je ne pourrais pas dire de bêtises, je crois que c'était 1927 ou 28.
Voilà, donc ça, eh ben, ça a permis de traiter des infections. Voilà, des infections graves, des gens mouraient, on donnait un antibiotique. Et on a tous été éduqués et on a tous suivi nos études de médecine en pensant que c'est la chimie qui allait nous sauver. Mais on a oublié une chose, c'est que la nature a